Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons dans cet amphithéâtre une fois de plus sans gouvernement, mais bon, ça peut toujours arriver avant Noël. Alors, nous avons vu en reprenant nos travaux cette année que l'esprit des lois de Montesquieu est tombé au tournant des 19e, 20e siècles comme un gros pavé, parmi d'autres pavés pas toujours aussi gros d'ailleurs, dans la mare d'une Chine en pleine ébullition, secouée de tous côtés et dans tous les sens par des pressions à la fois internes et externes, multiples et contradictoires. Alors, tout particulièrement, c'est le verdict de Montesquieu dans l'Esprit des lois, qualifiant la Chine d'État despotique, qui a agi comme un catalyseur, puisque la plupart des lettrés chinois, qui n'étaient pas encore à l'époque des intellectuels, ont accepté, voire épousé ce verdict de manière inconditionnelle. Il suffira de rappeler les observations après un voyage en Amérique de Liang Qichao en 1903. Liang Qichao revient donc des États-Unis en disant « Nous ne pouvons, nous Chinois, accepter que le despotisme et ne sommes pas en mesure de jouir de la liberté. En un mot, le peuple chinois d'aujourd'hui ne peut être gouverné que de manière autocratique et il n'est pas encore en capacité de jouir de la liberté. » Et on voit bien ici que Liang Qichao accrédite totalement le verdict japonais contemporain selon lequel la Chine est le symbole même du despotisme pour mieux l'opposer au Japon qui, lui, marche dans la voie moderne du constitutionnalisme. Et quelques années plus tard, l'article de Liang Qichao intitulé Kaiming Zhuanzhilun, c'est-à-dire à propos du despotisme éclairé, paru en 1906 dans le journal qu'il a créé, le Xinmin Congbao. Donc Liang Qichao précise que c'est le despotisme au sens de despotisme éclairé et non la démocratie qui est adaptée à la situation de la Chine, étant donné que les Chinois eux-mêmes ne sont pas qualifiés pour jouer un rôle décisif dans la politique de leur propre pays. Et donc, il dit ceci, il y a cette phrase en bas de la diapositive, donc « Yu qi gonghe bu ru junzhu li xian, yu qi junzhu li xian you bu ru kaiming zhuanzhi », c'est-à-dire donc pour la Chine, plutôt qu'une république, il vaudrait mieux une monarchie constitutionnelle, et plutôt qu'une monarchie constitutionnelle, il vaudrait même mieux un despotisme éclairé. Alors, cette phrase qu'il faudrait bien évidemment remettre dans son contexte et comprendre comme décrivant une situation provisoire, et pas du tout, en fait, essentialisant donc la nature de la situation politique de la Chine de l'époque. Donc cette phrase a eu le don, évidemment, de déclencher une polémique, mais violente, entre le journal de Liang Qichao lui-même, donc le Xinmin Congbao, qui veut dire donc le journal du nouveau peuple et qui défend une ligne plutôt conservatrice, et d'autre part le Minbao, dont vous avez le titre à gauche de la diapositive, qui veut dire donc le journal du peuple et qui, lui, en fait,
est pro-république. Donc il défend l'idée que pour la Chine, ce qu'il faut au début du XXe siècle, c'est un régime républicain. Alors, toujours est-il que la virulence des débats qui ont eu lieu à ce moment-là et leur nature très très fortement argumentée ferait presque mentir le diagnostic de Liang Qichao, pour qui donc les Chinois ne sont pas mûrs pour la démocratie. En réalité, on voit par ces discussions qu'ils sont tout à fait capables de prendre en main leur propre destin et d'avoir des opinions très très arrêtées justement sur ce qui vaut mieux. Et de toute façon, donc cette polémique par journaux interposés donne raison à Joan Judge, cette enseignante chercheuse américaine dont nous avons parlé la dernière fois. Donc dans son ouvrage, dont vous avez la couverture à gauche, qui s'intitule Print and Politics, donc presse et politique, et dont le sous-titre est Shibao and the Culture of Reform in Late Qing China. Donc le Shibao, c'est-à-dire c'est un autre journal qui, selon elle, illustre donc la culture de la réforme dans la Chine de la fin des Qing, donc de la dernière dynastie manchoue. Donc un ouvrage paru en 1996 aux presses universitaires de Stanford. Donc dans cet ouvrage et dans nombre de ses articles sur le sujet, Joan Judge montre le rôle absolument central du développement des journaux et de la presse écrite, libre, sous-entendu, bien sûr. En tout cas, elle l'était à l'époque. Donc, le rôle de ces journaux, de la presse écrite, dans le développement, l'émergence d'une opinion publique et d'une véritable société civile dans la Chine du tout début du XXe siècle. Et vous vous rappelez qu'elle, dans un de ses articles, elle écrivait, je cite, « Pour les réformateurs de la fin des Qing, comme pour les théoriciens d'avant la Révolution française, l'opinion publique était le moteur de l'histoire et le transmutateur des structures politiques. Avec l'opposition à l'absolutisme comme principe unificateur et la rationalisation de la domination politique comme objectif ultime, cette force irrépressible allait propulser la Chine du monde fermé de l'impérium dynastique vers le domaine ouvert de la politique publique. » Mais Joan Judge remarque tout de suite que ce processus de transmutation et d'ouverture sur la chose publique, c'est la traduction très littérale du latin res publica, c'est-à-dire donc la République, ce processus se fait chez ces lettrés chinois qui, encore une fois, ne sont pas encore des intellectuels au sens moderne du terme, qui sont encore engoncés dans la culture des classiques confucéens, avant l'abolition des examens mandarinaux en 1905. Donc, chez ces lettrés chinois, la transmutation, la transition se fait par une référence continue et persistante à ces mêmes classiques confucéens. Il faut bien se remettre en tête que nous avons ici donc des lettrés de type traditionnel, donc qui ont été formés, je dirais même dressés en fait à la culture des classiques confucéens, puisque ces classiques étaient à la base des examens dits mandarinaux, aux examens civils, pour le recrutement donc des serviteurs de l'État impérial.
Et donc, ils ont beaucoup de mal, en fait, à s'extraire, bien sûr, d'un seul coup, de cette culture, on pourrait dire, millénaire. Hein, et ils ont beau essayer, évidemment, d'assimiler toutes ces notions venues d'Occident, mais ils éprouvent justement le besoin quand même de se rabattre un petit peu sur la culture qu'ils connaissent. Et c'est ce qui fait dire donc à Joan Judge, je la cite, ce qui est le plus révélateur de l'agenda politique des constitutionnalistes chinois n'est pas la façon dont ils font peser l'histoire sur le présent, mais la façon dont ils projettent leur compréhension moderne de l'opinion publique sur le concept traditionnel de Qingyi. Nous en avons parlé la dernière fois. Donc, quand on leur parle d'opinion publique, au sens occidental du terme, ils essayent de traduire dans leur esprit par justement ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la culture de la protestation, qui vient donc d'il y a 2000 ans, c'est-à-dire de la fin de l'époque Han. Nous sommes au IIe siècle de l'ère chrétienne. Vous avez des lettrés qui essayent de résister justement au despotisme impérial par justement ce qu'on appelle des jugements purs. Purs, c'est-à-dire donc moraux et pas corrompus. Et dans son article qui a servi de contribution à ce volume sur le confucianisme et les droits de l'homme, que je citais la dernière fois, elle écrit aussi ceci, je cite toujours Joan Judge, « Au bout du compte, ce n'est pas l'adoption des modèles et des termes étrangers par les réformistes, mais bien plutôt la façon dont ils les ont adaptés qui est la plus révélatrice de la vision spécifiquement chinoise des droits humains pendant cette période. Et ce n'est pas la nouveauté audacieuse de leurs revendications, mais bien les échos traditionnels qu'elles continuaient d'évoquer qui suggèrent le véritable potentiel de développement d'un pouvoir du peuple dans la Chine du début du XXe siècle. » Autrement dit, ce qu'elle dit ici, c'est que quand ces lettrés chinois essaye de penser donc ce que ça peut être justement d'attribuer le pouvoir au peuple et non plus au seul empereur. Comment est-ce qu'ils comprennent ça et en fait, ils sont obligés justement de se référer à la culture qu'ils connaissent. Et du coup, Joan Judge fait cette remarque que les journalistes qui ont critiqué donc les Qing, c'est-à-dire les Mandchous, c'était pas parce qu'ils n'étaient pas assez modernes, mais parce qu'ils ne respectaient pas des pratiques qui avaient cours depuis l'époque très ancienne des 3 dynasties. C'est-à-dire, en fait, on s'en prend à cette dynastie manchoue sur la fin qui est complètement sclérosée, etc., incarnée en particulier par l'impératrice douairière Cixi, la fameuse méchante de l'histoire chinoise moderne. Bon, en fait, ce qu'on leur reproche, c'est pas de ne pas être moderne, c'est au contraire de ne pas respecter justement l'enseignement moral, les pratiques qui ont été en cours depuis le début de l'Empire, c'est-à-dire donc avec les Han, donc au IIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui n'ont été interrompus que par les Mongols. Et ensuite, sous la dynastie Qing, c'est-à-dire que, au fond, ces réformistes chinois modernes s'en prennent aux Qing, c'est-à-dire à des Mandchous, c'est-à-dire des non-chinois, en disant vous êtes un petit peu les successeurs des Mongols, vous êtes des espèces de barbares qui vous êtes emparés du pouvoir donc impérial en Chine, mais c'est vous qui avez cassé justement cette tradition confucéenne. Et alors, s'agissant de ces réformistes du tout début du XXe siècle, Joan Judge présente leur conception de ce qu'ils appellent les droits du peuple, Minquan,
Vous l'avez ici donc en troisième position sur la diapositive, qu'elle traduit en anglais par Popular Empowerment, donc comment dire, le renforcement, on donne la force, le pouvoir au peuple. Donc, elles présentent leur conception du Mintuan comme une synthèse entre les conceptions immémoriales de l'union des gouvernants et des gouvernés dans le Minpen, c'est l'expression que vous avez en deuxième position sur la diapositive, et d'autre part les idées d'origine étrangère de démocratie, c'est-à-dire la première expression Minzhu, qui est, elle, basée sur des principes constitutionnels. Donc, nous allons beaucoup parler aujourd'hui justement de cette compréhension de ce que c'est que Min, le peuple, dans ces trois expressions. Parce que, en fait, dans ces trois expressions, le peuple n'est pas compris exactement de la même façon. Bien sûr, nous croyons, nous, occidentaux, tous savoir ce qu'est Minzhu, le peuple souverain, donc la démocratie, mais pour ces lettrés chinois, qui sont un peu nouveaux justement dans ce vocabulaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir désigner? Alors, vous aurez compris que, comme nous l'avons d'ailleurs souligné la dernière fois, ce tournant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle apparaît aujourd'hui en rétrospective comme véritablement le moment de tous les possibles. D'où l'intérêt considérable porté à cette période charnière par un certain nombre de nos collègues historiens, ici même en France. Ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les cite tous. Donc on peut dire que cette période a été vraiment bien couverte par la sinologie française, mais j'ai eu déjà l'occasion de vous mentionner les travaux très importants de ce collègue Yves Chevrier, qui est actuellement directeur émérite, directeur d'études émérite à l'EHESS, auteur de très nombreux et importants ouvrages et articles sur l'histoire du politique en Chine contemporaine. Et en 2022 et 2023, c'est récent, sont parus aux éditions du Seuil les deux volumes. Alors, je vous préviens qu'ils font plus de 1000 pages chacun. Donc, ce sont les deux volumes de son véritablement monumental magnum opus, intitulé donc l'Empire terrestre. Dans le premier volume, qui porte le sous-titre La démocratie naufragée entre 1895 et 1976, Yves Chevrier détaille comment les tentatives démocratiques en Chine, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976, donc, ont échoué, avec une faiblesse clé, c'est-à-dire ce que Yves Chevrier appelle leur désinstitutionnalisation. Et pour lui, la fin de l'empire Qing au début du XXe siècle se fait par une déconstruction de l'État, un détricotage au profit d'abord d'une politique de droite et autoritaire, puis de gauche, activiste et totalitaire, avec l'avènement de Mao. Et alors, dans le second volume, qui porte comme sous-titre « L'État restauré » de 1977 à nos jours, Yves Chevrier explore comment l'État, après 1977, donc nous sommes en fait après la révolution culturelle, au sortir du maoïsme, comment cet État a été restauré, amenant la Chine là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays hyper rigide, mais en principe hyper stable, qui est devenu donc la deuxième puissance économique avec des ambitions planétaires.
Et comme le remarque Yves Chevrier, tout du long, hein, il est question de l'État. C'est pour ça que son magnum opus porte le titre de Histoire du politique en Chine au XXe et XXIe siècle. Alors, donc, il s'agit de l'État, et naturellement, quand on parle d'État, ici, il manque la démocratie, hein, mais en fait, cet État est un système total, hein, que Mao s'applique à émietter avant que l'État soit restauré après la fin de son règne. Et dès lors, héritier de la paix, du communisme réformé, d'un système de gouvernement stable, Xi Jinping donc n'a plus eu à construire le socle, mais il peut se contenter d'être l'État. D'une certaine manière, il peut dire, comme notre Louis XIV national, l'État c'est moi. Bon. Alors, à propos de Yves Chevrier, je voulais également vous signaler un article qui me paraît important dans ce que nous faisons actuellement, qui, lui, date justement de ses premiers travaux, qui date de 1984, paru dans la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, hein, un article qui s'intitule « Chine, fin de règne du lettré, point d'interrogation, politique et culture à l'époque de l'occidentalisation ». Et c'est un article absolument essentiel, je pense, pour comprendre précisément comment on est passé du lettré traditionnel que je décrivais tout à l'heure à l'intellectuel moderne. Parce qu'il y a eu effectivement un véritable changement de paradigme qui est donc analysé de manière très fine et très juste par Yves Chevrier. Mais alors, ce qui est encore plus frappant, hein, que les travaux d'Yves Chevrier, qui a consacré sa vie donc à cette thématique, hein, c'est que ce moment de tous les possibles, donc à la charnière du XXe siècle, a intéressé aussi un nombre conséquent de chercheurs originaires de Chine et maintenant établis en France. Et c'est pour moi justement l'occasion d'attirer votre attention sur leurs travaux. Vous savez, quand j'ai... on m'a forcé la main pour accepter cette chaire au Collège de France. Enfin, j'ai dit dans ma leçon inaugurale en 2008, ça fait un petit bail maintenant, que, vous savez, très souvent les journalistes viennent vers moi en me disant « c'est formidable, vous êtes un passeur ». Bon, alors, passeur, pas forcément une bonne réputation hein, comme activité. Mais je dis toujours, alors bien sûr ce qu'ils veulent dire c'est que je suis un passeur d'une culture à l'autre, de la culture chinoise à la culture française et vice-versa. Bon, moi en fait j'entends le mot passeur comme passeur de balles, passeur de ballon. Je suis milieu de terrain et je passe le ballon. Enfin, c'est évidemment pas très modeste de se comparer à Mbappé, mais enfin bon, enfin... mais je veux dire, moi, je comprends en fait ma mission ici comme ça, c'est-à-dire je passe le ballon à des collègues que je juge plus compétents que moi dans toutes sortes de domaines. Et alors là, je passe le ballon donc à voilà. Alors déjà, vous avez ici à l'image Madame Xiaohong Xiao Plan, Xiao Xiaohong de son nom chinois. Professeur émérite à l'INALCO et dont je vous montre à l'image donc la couverture de sa première monographie qui s'intitule « Éducation et politique en Chine, le rôle des élites du Jiangsu entre 1905 et 1914 ». Le Jiangsu, c'est cette province qui avoisine Shanghai, donc qui est une province de tradition très lettrée, et elle a fait paraître cette monographie aux éditions de l'EHESS en 2001. J'aimerais vous parler également
de quelqu'un dont j'ai déjà cité les travaux ici, Madame Céline Wang, Wang Xiaoling de son nom chinois, enseignante à l'université Paris-Cité. C'est le nom actuel de ce qu'on appelait jadis Paris 7, qui est ensuite devenu Paris Diderot, hein, Paris Jussieu, hein, et maintenant c'est Université Paris-Cité. Hein. Bon. Comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de signaler ces travaux, notamment sur Rousseau en Chine. Vous avez ici un de ses ouvrages qui s'intitule Jean-Jacques Rousseau en Chine, de 1871 à nos jours, et qui est paru donc en 2010. Donc, on peut dire que, d'une certaine façon, quand je passe le ballon, hein, les gens viennent me dire, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui nous parle justement de Rousseau en Chine. Alors là, c'est comme une sorte de réflexe. Je me tourne automatiquement vers Céline Wang. Donc, dans les plus jeunes générations, vous avez Monsieur Félix Ma, hein, Ma Jun de son nom chinois. Si j'en crois mes informations, il est actuellement enseignant à l'université de Montpellier. J'ai eu également l'occasion de mentionner ses travaux sur Liang Qichao, à qui il a consacré sa thèse de doctorat, dirigée à l'EHESS par l'éminent Yves Chevrier. Hein, donc je dis en fait, quand on est dirigé par Yves Chevrier, c'est déjà en fait une marque de qualité. Donc sa thèse est intitulée Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine, sous-titre Les aléas de l'institutionnalisation républicaine. Alors là, vous reconnaissez un thème cher à Yves Chevrier, entre 1912 et 1917. Et enfin, vous avez ici à l'image Monsieur Émeric Xu Dongxiang, de son nom chinois, qui, lui, a également fait sa thèse de doctorat à l'EHESS sous la direction également éminente de Sébastien Zweig, intitulée « Du nationalisme au conservatisme, les groupes intellectuels associés à l'essence nationale en Chine » vers 1890-1940. Alors c'est une thèse qui a été soutenue en 2018 et que Émeric Xu a choisi de publier en anglais, sans doute pour avoir un lectorat plus large, aux éditions de Greuter, sous le titre « From Culturalist Nationalism to Conservatism ». Donc du nationalisme culturaliste au conservatisme. Et donc ce qu'il entend ici par l'essence nationale, c'est ce que les Japonais qui ont inventé donc l'expression, ce qu'ils appellent kokusui, et qui se prononce en chinois kuotsui, c'est-à-dire donc la quintessence nationale, hein, qui a donné justement naissance à cet engouement pour les guoxue, c'est-à-dire les études nationales dont je vous parlais la dernière fois et qui sont en plein boom, si j'ose dire, actuellement. Alors, dans mon propre article qui a servi de contribution à ce gros volume sur la Chine et la démocratie, hein, donc dirigé par Pierre-Étienne Ville et Mireille Delmas-Marty, paru en 2007 chez Fayard. Donc j'ai rappelé justement toutes les références classiques, hein, de ce que ces réformistes appellent le Minpen, c'est-à-dire donc tout ce courant de pensée qui s'est formé autour de l'idée que Min, c'est-à-dire le peuple, est au pen, c'est-à-dire à la racine, au fondement, à la base. Et alors, donc, vous avez
dans les propos de ces réformistes du début du XXe siècle des citations des classiques qui sont toujours les mêmes, hein, et qui reviennent tout le temps. Hein. Alors, vous avez en premier lieu, bien sûr, la fameuse formule que vous avez ici dans la calligraphie de Sun Yat-sen, donc Tian Xia Wei Gong. Alors, Tian Xia Wei Gong, ça veut dire tout ce qui est sous le ciel, hein, est commun à tous. Alors, c'est une formule qui a été répétée, réutilisée à l'envi, hein, et qui vient de l'antique traité des rites, hein, dont j'ai souvent parlé ici, hein, dans mes cours. Donc, bien sûr, cette formule très lapidaire, hein, qui intervient au milieu d'une phrase, hein, donc on la prend complètement de son contexte, on la sort de son contexte, et on peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Hein, donc, alors ici, dans l'esprit des réformistes, hein, ça devient, hein, l'empire, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. C'est comme ça qu'on désignait l'empire, donc, et le bien commun à tous. Hein, et on est censé comprendre que par cette formule que le souverain ne possède pas l'empire en propre, hein, c'est-à-dire que l'empire n'est pas à lui tout seul, et il n'exerce son autorité que pour assurer le bien commun. C'est-à-dire que là, en fait, la formule telle qu'elle est comprise et réinterprétée dans ce nouveau contexte est censée transformer donc la tête de l'entité impériale, de l'État impérial, hein, en une sorte de monarque constitutionnel, en quelque sorte. Hein. C'est exactement ça que visaient certains de ces réformistes. Alors, maintenant, nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps, hein, c'est-à-dire donc lire du chinois classique, hein, parce que justement, ce sont des. Alors, cette formule Tian Xia Wei Gong, c'est très pratique parce qu'elle tient en 4 caractères, mais vous avez d'autres citations qui sont quand même nettement plus longues. Alors, donc là, nous allons lire du Mengzi, hein, du Mencius. Alors, ça nous renvoie là au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Hein, Mengzi, c'est donc cet héritier de l'enseignement de Confucius, hein, qui intervient quelques générations plus tard, hein, et qui se réclame justement en fait de l'enseignement de Confucius. Alors, justement, les jésuites, hein, qui ont latinisé le nom de Confucius, hein, Confucius, c'est, je le répète, la latinisation de Kronfuzi, hein, maître Kron, donc, en ont profité justement pour latiniser également le nom de Mengzi en Mencius. Donc, ce sont à peu près les deux noms qu'ils ont latinisés, pour bien marquer justement la filiation qu'il y a entre eux. Alors, donc, vous allez vous rendre compte très rapidement que le Mengzi, en tant qu'ouvrage, se présente en très grande partie sous forme de dialogue, la plupart du temps entre Mengzi, qui veut dire maître Meng, hein, et bon, des interlocuteurs divers et variés. Hein, donc, ça reprend un petit peu la forme du Lun, c'est-à-dire les entretiens de Confucius, où on voit Confucius donc en conversation donc avec divers interlocuteurs. Mais ici, la forme de dialogue est beaucoup plus systématique. Alors, ici, nous avons un dialogue entre un certain Wan Zhang Yue, donc Wan Zhang dit, et ensuite, j'imagine que vous ne lisez pas tous couramment le chinois classique, mais c'est pas difficile de reconnaître cet élément-ci, si je peux.
est-ce que le pointeur... Enfin, bon, écoutez, je ne sais pas, je n'arrive pas... Ah, oui. Oui, voilà. Je vais essayer de vous le montrer avec la flèche ici. Donc vous avez cet élément qui se prononce yue et qui introduit donc les propos de quelqu'un. Et après, donc, vous avez un discours direct. Donc c'est, on pourrait dire, une sorte de dialogue théâtralisé. Et donc, c'est même pas la peine de savoir lire le chinois pour reconnaître cet élément partout là. Ici, 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 etc. Donc, chaque fois, ce yue introduit donc les paroles, le discours direct de quelqu'un. Bon, alors, donc notre Wanzhang, qu'est-ce qu'il nous dit donc Yao yi tianxia yu shun you zhu. Alors, Yao, c'est justement un de ces sages mythiques de la mythologie confucéenne. Bon, rassurez-vous, c'est un souverain qui n'a qu'une existence qu'à moitié historique. Donc Yao a donné le Tianxia, c'est-à-dire donc le monde entier sous le ciel, c'est-à-dire l'empire, à Shun. Donc là, nous sommes dans un classique de la mythologie confucéenne, c'est-à-dire le passage du pouvoir entre Yao et Shun. C'est-à-dire que ici, ce qui est confucéen, c'est le fait que Yao ne donne pas l'empire à son fils de manière héréditaire, mais il choisit donc quelqu'un justement le plus sage qu'il ait pu trouver, et donc il lui donne l'empire. Youzhu, est-ce que il y a eu quelque chose comme ça? Est-ce que c'est vrai que Yao a donné l'empire à Shun? Alors, Mengzi yue fou, tianzi bu neng yi tianxia yu ren. Alors, Mengzi, maître Meng répond fou, non. Comme ça que vous dites non en chinois classique. Bon. Le tianzi, c'est-à-dire le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur, donc là, remarquez justement toute la symbolique du fils du ciel, c'est comme ça qu'on désigne l'empereur, n'a pas le pouvoir de donner l'empire à qui que ce soit, à quelqu'un. Alors, ensuite, vous avez donc le Wanzhang qui reprend Ranze Shun you tianxia ye shu yu zhi. Mais pourtant, Shun a obtenu l'empire, il a régné sur l'empire, et donc qui est-ce qu'il lui a donné? Il faut bien, enfin, s'il a reçu l'empire, qui est-ce qui a bien pu lui donner? Yue, alors là, vous avez juste en fait l'indication que c'est Mengzi qui répond. Tian yu zhi, c'est le ciel qui le lui a donné. Donc là, j'attire votre attention justement sur comment dire, cette source cosmologique du pouvoir impérial en Chine. C'est-à-dire que dans notre Europe et surtout dans notre chère France, donc on parle beaucoup de monarchie de droit divin. Ici, c'est pas Dieu, c'est le ciel qui donne donc l'empire. Bon, alors l'interlocuteur reprend. Tian yu zhi zhe, zhun zhen ran ming zhi hu. Mais alors, donc le ciel, pour lui donner l'empire à Shun, est-ce qu'il lui a fait connaître son Ming? Terme très important ici. Ming, vous connaissez sans doute la fameuse théorie du Tianming, c'est-à-dire donc du mandat du ciel. Donc nous sommes toujours dans le ciel. Bon, alors je dis toujours, n'imaginez pas comment dire, le ciel chrétien, peuplé d'anges, etc. C'est pas ça. C'est véritablement d'abord le ciel physique,
et à partir de là, donc le ciel cosmologique, hein, c'est une puissance cosmique qui a le pouvoir de donner le Ming, c'est-à-dire donc le Ming, c'est littéralement un ordre, un commandement, hein, et que on a traduit évidemment de façon assez malheureuse par mandat. Parce que naturellement, nous ne sommes pas du tout dans un contexte, comment dire, électif. Hein, de la même façon, quand nos journalistes parlent du troisième mandat de Xi Jinping, c'est aussi complètement inapproprié, hein, dans la mesure où Xi Jinping n'a jamais été élu. Hein, ça s'est jamais vu que des dirigeants communistes soient élus. Hein, bon, donc on ne peut pas parler de mandat. Alors, mais c'est par convention qu'on parle de mandat céleste. Donc, est-ce que donc le ciel a fait connaître son ordre, son commandement, hein, par de manière circonstanciée, c'est-à-dire est-ce qu'il est entré dans justement le détail de cette passation de pouvoir. Et Mencius répond de nouveau faux. Tian bu yan, yi xing yu shi, shi zhi er yi. Donc non, le ciel ne parle pas, puisque c'est pas un dieu personnalisé, hein, il ne parle pas, il fait connaître son commandement, hein, par sa manière d'agir et de faire. Hein, autrement dit, en fait, le commandement du ciel, on ne le connaît, hein, que par la façon dont le ciel agit, hein, et non pas par un discours. Alors, Wan Zhang reprend donc Yue, yi xing yu shi, shi zhi zhe, ru zhi he. Alors là, vous avez justement une forme de dialogue, mais alors une forme de dialogue, on pourrait dire presque catéchistique, hein, puisque l'interlocuteur reprend donc la formulation du maître. Hein. Il dit, mais alors, comment cela? C'est-à-dire si il montre son commandement par sa manière d'agir et de faire, comment est-ce qu'il s'y prend? Et alors, Yue, c'est la réponse de Mengzi, hein, de Mencius. Tianzi neng jian ren yu tian, bu neng shi tian yu zhi tianxia. Zhu hou neng jian ren yu tianzi, bu neng shi tianzi yu zhi zhu hou. Da fu能见人与诸侯，不能使诸侯与之大夫。昔者尧见舜于天，而天受之；报之于民，而民受之。故曰：天不言，以行于世，视之而已矣。Donc, l'empereur, hein, donc le Fils du ciel, a le pouvoir de proposer ou de recommander quelqu'un au ciel. Donc, sous-entendu, pour la dignité impériale. Mais il n'a pas le pouvoir, vous avez le verbe neng ici qui prend tout son sens. Hein. Neng, c'est avoir le pouvoir, hein. C'est pas simplement savoir, oui, enfin. Juste savoir faire des choses, mais c'est vraiment avoir la puissance, avoir le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'obliger le ciel à donner l'empire à quelqu'un. De la même façon, hein, et là vous allez donc avoir une sorte de descente hiérarchique, un zhuhou, c'est-à-dire un prince feudataire, peut recommander quelqu'un au Fils du ciel pour justement le titre de prince feudataire, mais il n'a pas le pouvoir d'obliger le Fils du ciel à la lui donner. Et si on descend encore d'un cran, donc un tafu, c'est-à-dire un grand dignitaire, un grand officier, peut recommander quelqu'un donc au prince feudataire, mais il n'a pas le pouvoir d'obliger le prince à la lui donner.
Alors, dans le cas présent, Xi Zhe, ça renvoie donc à un passé indéfini, donc jadis, Yao proposa Shun au ciel, il recommanda Shun au ciel, et donc c'est le ciel qui l'a shouju, c'est-à-dire littéralement qui l'a accepté, qui l'a agréé. Il l'a présenté au peuple et le peuple l'a également accepté ou agréé. C'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai dit que donc le ciel ne parle pas et qu'il fait connaître son commandement par sa manière d'agir et de faire. Alors évidemment, quand vous lisez ça comme ça, ligne à ligne, ça a l'air très très fastidieux parce que vous avez l'impression que c'est très répétitif, mais il faut pas oublier que nous sommes dans un dialogue oral, et donc vous avez ce style extrêmement répétitif et qui essaye justement d'être le plus clair possible. Bon, alors vous avez dit ça, pourquoi vous avez dit ça? Alors bon, j'ai dit ça parce que, et voilà pourquoi j'ai dit ça. Bon, donc c'est un peu le style, c'est pas de la plus grande légèreté, mais enfin voilà, au moins les choses sont claires. Alors l'interlocuteur reprend Yue, 敢问见之于天而天受之，报之于民而民受之，如何？ Alors c'est exactement ce que je viens de dire. Donc permettez-moi de vous demander de quelle manière Yao a recommandé Shun au ciel et l'a présenté au peuple, et comment le ciel et le peuple ont manifesté qu'ils acceptaient Shun comme nouveau fils du ciel. Et la réponse de Mencius est ainsi, donc, Yue, 使之主祭而百神降之，是天受之；使之主事而事治，百姓安之，是民受之也。天与之，人与之，故曰：天子不能以天下与人。Donc Yao a ordonné à Shun de présider au sacrifice, et tous les esprits, Bai Shen, ont agréé ces offrandes. Et le ciel a ainsi manifesté qu'il acceptait Shun. Donc on se demande justement comment le ciel fait pour manifester son commandement. Ben voilà, c'est-à-dire on offre des sacrifices aux esprits donc qui eux sont justement du côté du ciel, et donc si les offrandes sont acceptées, ça veut dire qu'on accepte donc le choix du Fils du ciel. Et Yao a ordonné d'administrer les affaires publiques à Shun, et donc les affaires ont été bien réglées et le peuple a eu confiance en lui, et c'est ainsi que le peuple a manifesté donc son agrément. Donc le peuple, lui, comment manifeste-t-il sa volonté? C'est qu'il voit que le gouvernement, quand il existe, est bien mené et donc inspire la confiance. Bon. Bref, nous sommes toujours dans l'actualité, n'est-ce pas? Et donc, quand c'est ainsi, donc ça veut dire que le peuple agrée donc le choix du Fils du ciel. Donc le ciel a donné l'empire à Shun, et les hommes aussi donc lui ont donné, et c'est pourquoi j'ai dit donc que l'empereur n'a pas le pouvoir de donner l'empire à quelqu'un. C'est-à-dire que là, l'acceptation du nouveau Fils du ciel est manifestée à la fois d'en haut par le ciel et d'en bas par le peuple, et quand il y a justement convergence. Alors, Yao 向舜20有8载，非人之所能为也，天也。尧崩，3年之丧毕，舜避尧之子与南河之南，天下诸侯朝觐者，不至尧之子而至舜，宋御者，
不治尧之子而治舜，讴歌者不讴歌尧之子而讴歌舜，故曰天也。夫然后治中国，见天子未焉，而惧尧之功，逼尧之子是篡也，非天与也。太史曰：天视自我民视，天听自我民听，此之为也。Alors, Shun a aidé Yao, a été son ministre pendant 28 ans. C'est ce qu'un homme n'aurait pas pu faire, et donc ça a été en fait l'œuvre du ciel. Même à l'époque, dans cette époque très éloignée, rester le Premier ministre pendant 28 ans, c'est quand même un exploit, hein, bon, inhumain. Hein, bon. Donc ça ne peut être que l'œuvre du ciel. Après la mort de Yao, quand les 3 ans de deuil rituel ont été accomplis, Shun donc s'est éloigné du fils de Yao, sous-entendu pour lui laisser le trône. Hein, et il s'est retiré donc au sud de la rivière du Sud, c'est-à-dire en fait il est allé vraiment au fin fond de l'Empire pour être le plus loin possible du trône, afin de laisser donc le trône au fils de Yao. Et à ce moment-là, donc les princes de l'Empire, qui étaient donc obligés de se rendre à la cour et de saluer le nouvel empereur, sont en fait allés trouver Shun et non pas le fils de Yao. Les plaideurs se sont adressés à Shun et non pas au fils de Yao. Ceux qui exécutaient les chants ont célébré les louanges de Shun et non pas celles de Yao. Autrement dit, tous ces gens, donc, on pourrait dire dans notre langage moderne, ont voté avec leurs pieds, c'est-à-dire donc ils sont allés plier le genou devant Shun, c'est-à-dire celui que Yao avait repéré comme le plus sage, et non pas devant le fils, c'est-à-dire qu'en fait ils ont contesté le principe de la transmission héréditaire. Et ça, c'est évidemment le fondement de la pensée politique confucéenne, c'est-à-dire que le pouvoir doit passer non pas donc à celui qui, par le hasard de la naissance, doit hériter du trône, mais au plus sage. Et donc, évidemment, vous avez là toute le fondement justement du système méritocratique confucéen, c'est-à-dire que ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est pas donc sa naissance, hein, parce que ça c'est un pur hasard, hein, mais c'est véritablement ce qu'il fait de lui du point de vue éthique. Et donc le passage se termine de cette façon, c'est pourquoi j'ai dit que tout cela a été l'œuvre du ciel. Hein. Et c'est ensuite seulement, hein, au moment où justement tous les princes du royaume sont venus vers lui, que Shun s'est rendu dans les Zhongguo, c'est-à-dire non pas en Chine, mais dans les pays centraux. Hein. Je rappelle que l'expression Zhongguo, qui désigne la Chine maintenant, l'empire du milieu, c'était au départ donc en fait les Guo, c'est-à-dire les pays où les vassalités Zhong, c'est-à-dire du centre, c'est-à-dire en fait du bassin moyen du fleuve Jaune. Hein. Donc c'est seulement au moment où le monde entier est venu vers lui que Shun a consenti finalement à quitter son fin fond du sud, hein, pour revenir donc au centre et occuper donc le trône impérial. Et s'il était resté dans le palais de Yao, et s'il avait fait violence au fils de Yao, là, on pourrait dire qu'il aurait eu l'empire par usurpation et non par la faveur du ciel. Donc là, vous voyez, en fait, nous avons le rappel de ce moment fondateur justement de la pensée politique confucéenne, c'est-à-dire donc qu'il faut vraiment qu'il y ait une sorte de consensus qui vient du peuple, hein,
en bas et du ciel en haut, pour que on puisse reconnaître le véritable Fils du ciel. Et le dialogue se termine sur une citation qui vient du livre des documents, hein, le Shujing, qui est un des aussi 5 grands classiques confucéens, un chapitre qui s'appelle la Grande Déclaration, le Taishi. Il est dit dans le Taishi, le ciel voit comme mon peuple voit, le ciel entend comme mon peuple entend. Et voilà, ces propos confirment donc ce que j'ai dit. Alors, voilà cette très longue citation que je vous ai infligée in extenso parce que véritablement c'est le texte de référence justement de toute cette pensée politique confucéenne qui irrigue encore justement la vision du monde et la vision du corps sociopolitique de ces réformistes du XXe siècle. Et pour terminer, quelque chose d'un peu plus court, mais tout aussi important, hein, vous avez ici donc 2 autres citations qui viennent du Mencius, qu'on voit revenir à tout propos. Donc, de nouveau, donc c'est introduit par Meng Ziyue, c'est-à-dire donc Mencius dit, « Min wei gui, 社稷次之，君为轻。是故得乎丘民而为天子，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫。诸侯威社稷，则变质；牺牲继承，滋生季节，祭祀以时。然而旱干水易，则变质。社稷. Donc, le peuple, hein, vous reconnaissez peut-être le premier mot, min, le peuple, est ce qui est le plus, littéralement, le plus noble, kwe, hein, ce qui est le plus important. Les autels aux esprits protecteurs de la terre et des grains, les sheji, qui sont un petit peu, en fait, le symbole du pouvoir, viennent en deuxième lieu, et le Jun, c'est-à-dire le prince, est le plus littéralement léger, Qing, c'est-à-dire c'est lui qui compte le moins. Aussi, c'est en obtenant la faveur du peuple des campagnes, hein, Qiumin, littéralement des collines, hein, c'est disons le bon peuple, hein, que l'on accède à la dignité de fils du ciel. C'est en obtenant la faveur du fils du ciel que l'on devient prince feudataire, et c'est en obtenant la faveur du prince feudataire que l'on devient grand officier ou grand dignitaire. Donc là, vous avez de nouveau cette descente hiérarchique. Alors, lorsqu'un prince met en péril les autels justement des esprits de la terre et du grain, c'est-à-dire donc ce symbole du pouvoir, un autre peut être établi à sa place. Parce que justement les esprits tutélaires sont ce qui vient en second. Et lorsque les victimes sacrificielles sont parfaites, que le millet est parfaitement pur dans les vases sacrés, que les rites sacrificiels sont accomplis en temps voulu et que malgré tout il survient des sécheresses ou des inondations, on change de place les autels. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est dit ici, c'est que les autels, on peut les déplacer, les princes, on peut en changer, hein, mais le peuple, lui, on ne le change pas. Hein, la seule chose qui reste véritablement, c'est le peuple, et c'est pourquoi il est considéré comme justement l'élément le plus important. Hein. Alors ça, c'est vraiment cette phrase « Min wei gui, she ji ci zhi, jun wei qing », ça revient comme un leitmotiv tout le temps dans les propos du début du XXe siècle. Et enfin, je terminerai pour aujourd'hui donc sur cette autre citation, hein,
toujours du Mencius, où vous avez donc un dialogue cette fois avec un puissant de ce monde, c'est le roi Xuan de Qi, Qi Xuan Wang, Wen Yue, Yao, non, Tang, Fang Jie, Wu Wang, Fa Zhou, You Zhu. Donc, le roi Xuan de Qi demande. Vous avez ce personnage de Cheng Tang qui a exilé Jie et le roi Wu qui a attaqué Zhou. Est-ce que Youzhu, ça veut dire est-ce que ça s'est vraiment passé? Alors ici, le roi Xuan de Qi fait référence, je passe très vite, donc à des événements historiques, donc d'un souverain qui prend l'initiative d'exiler, de bannir un certain Jie qui était considéré comme quelqu'un de très corrompu, et le roi Wu aussi qui s'attaque à Zhou, un autre pourri, si j'ose dire, un autre corrompu. Bon, alors donc le roi demande est-ce que ça s'est bien passé comme ça? Et Mengzi Duiyue, alors Mengzi répond, Yu Zhuan You Zhi, c'est-à-dire donc oui, ça s'est passé comme ça dans les annales. Les annales comportent justement ce récit. Et alors le roi pose la question qui lui tient évidemment à cœur, Chen Shi Qi Jun Ke Hu, c'est-à-dire est-ce que Ke Hu, c'est-à-dire est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est admissible qu'un Chen, c'est-à-dire un sujet ou un ministre, assassine son prince. Bon, là aussi, enfin, on a l'impression que l'actualité ne change pas tellement. Bon, alors, on comprend bien que ce roi est évidemment à ce souci-là, c'est-à-dire, évidemment, quand vous détenez le pouvoir, vous méfiez de tous les gens qui essayent de vous le prendre, quitte à vous assassiner. Bien, alors, Mengzi répond, Zei ren zhe wei zhi zei, zei yi zhe wei zhi can, can zei zhi ren wei zhi yi fu, wen zhu yi fu zhou yi, wei wen shi jun ye. Donc, celui qui viole la vertu d'humanité, le fameux ren confucéen, on l'appelle un malfaiteur. Celui qui viole le principe de justice, on l'appelle un scélérat. Un malfaiteur, un scélérat, sous-entendu même s'il est roi, n'est qu'un yifu, c'est-à-dire un vulgaire quidam. C'est pas un roi, c'est juste un trublion, un individu. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le roi Wu a puni de mort Zhou, qui donc, en fait, n'est qu'un vulgaire quidam. C'était pas un roi. Le roi Wu a eu tout à fait raison moralement de le punir de mort parce que c'était quelqu'un d'indigne du pouvoir royal, et donc c'est juste un individu. Et je n'ai pas entendu dire que le roi Wu a tué son prince. Donc ici, vous avez véritablement un exercice de définition des mots, c'est-à-dire que quand un roi demande est-ce que un vulgaire sujet ou ministre peut m'assassiner, est-ce qu'il a le droit, est-ce que c'est admissible de faire ça? Le Mengzi lui répond, ben, si vous êtes indigne du trône, si vous êtes indigne du pouvoir royal, à ce moment-là, je veux dire, n'importe qui a tout à fait le droit de vous assassiner parce que, à ce moment-là, ce qu'il assassine, c'est pas un roi, c'est juste un individu quelconque. Donc voilà. Alors, je vous laisse méditer toutes ces formules du Mengzi en les rapportant à l'actualité. Et donc, la semaine prochaine, nous allons voir que justement ces discussions concernant la définition du peuple
ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui même.